Merci, monsieur le professeur Ali Razbin, pour la clarté de votre exposé. Nous, à France Proche-Orient, on s'inscrit dans le droit fil, ce que vous venez de dire. Alors, en guise de, après la parole va circuler, en guise de conclusion, on ne peut pas être d'accord, mais c'est pas, on est là pour discuter. On l'a dit depuis longtemps, on le redit, grâce à la Syrie, à cause de la Syrie, un nouvel ordre mondial est établi déjà. On n'est plus dans le cadre de monde monopolaire. La Syrie a permis à la Russie de retourner sur la scène internationale. Elle a permis aussi à la Chine. Donc la Russie accessoirement a aidé la Syrie. Si vous voulez, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Alors, c'est lui qui n'a pas compris. Et là, après l'intervention de Gérard, il a cité des exemples, on voit qu'il y a des gens qui n'ont pas compris. Ceux qui n'ont pas compris seront marginalisés ou annulés, vont disparaître. Je vais vous donner un petit exemple. Vous connaissez mon amour pour la France, pour la francophonie. Mais je voudrais citer un exemple, après je vais vous dire, souligner quelque chose. 1258, c'est une date très importante dans l'histoire de l'humanité. C'est là où les Mongols ont brûlé Bagdad. 1258. Retenez cette date. Ils ont brûlé Bagdad, Alep et Damas, même année. Genghis Khan. Avec tout le respect que je dois au peuple, tous les peuples, que ce soit le peuple, les Mongols sont réduits maintenant à un peuple nomade, on n'en parle plus. Mais Bagdad est toujours là, Damas est toujours là, Alep est toujours là. La France devrait retrouver sa place. La France, ce n'est pas un pays normal, c'est une vocation. La francophonie, c'est une vocation aussi. La France devrait retrouver sa place en Syrie. Peut-être il n'y aura pas d'oubli, ni de pardon, peut-être. Mais il faudra qu'on travaille tous ensemble, ce que nous faisons actuellement avec Gérard et d'autres, pour essayer de penser le plus sûr et rétablir un petit peu. Mais on attend. Alors pour terminer, je voudrais vous donner une nouvelle. L'an prochain, 2020, du 6 au 11 octobre, on organise un voyage en Syrie. La première fois depuis les événements, on va à Damas, à Palmyre, à Alep. On va attendre tous les endroits où nous avons visité avec notre ami Gérard. C'est en marge d'un congrès médical, mais les médecins peuvent assister au congrès. C'est sur le cancer du sein. C'est le congrès transméditerranéen sur le cancer du sein. Et ceux qui ne veulent pas assister au congrès peuvent se promener. Donc il y aura 5 jours de promenade en Syrie. Voilà. Maintenant, à la demande des uns et des autres, la parole circule. Si vous voulez interroger nos conférenciers. Il faut donner l'explication de la photo. Là. Voilà, alors j'ai failli à tous mes devoirs encore une fois. Cette photo est mythique, historique. On la doit au professeur Ami d'Aix-en-Provence, qui était directeur de la mission archéologique en Syrie dans les années 30. Il était prévoyant. Il a fait construire le noyau du musée national de Damas. Il a fait venir ce palais, la façade, de Palmyre. Pas de Palmyre, de Qasr al-Hir, c'est-à-dire de l'est de la Syrie, à côté d'Omari. À l'époque, le feu d'Omari n'existait pas. Mais il s'appelait Qasr al-Hir. Il a fait venir ça à Damas. Imaginez à l'époque, dans les années 30. Il a fait trancher, et puis il a fait reconstruire. À l'entrée, quand vous entrez au musée national de Damas, vous allez voir ça. C'est d'une beauté inouïe. La France était présente. Pourquoi la France tire contre la France? On s'interroge. J'espère que ce n'est qu'une situation provisoire, que ça va changer.
Voilà, des questions, ou si vous voulez faire des commentaires, Monsieur Papt, Monsieur Rasbin, ajouter quelque chose. Oui. Comment se fait-il que la diplomatie française, aussi bien de droite que de gauche ou de ni l'un ni l'autre, n'ait jamais vu qui était l'ennemi dans le conflit là? C'est impossible, ou il y a des raisons cachées. Parce que si certains parlementaires ont vu, j'arrive pas à croire qu'il y a des gens intelligents dans les gouvernements. Comment ils ont pu être fourvoyés ou soutenir tantôt les uns, tantôt les autres? Le problème, je crois que la réponse à apporter peut être double. D'abord que prédomine depuis un certain nombre d'années une pensée que l'on appelle la pensée conservatrice néolibérale, qui a été très très bien formalisée et théorisée par certains penseurs américains, selon lesquels il y a une suprématie occidentale dont le rôle, la mission est d'organiser le monde, y compris parfois par des ingérences que l'on peut masquer sous l'angle humanitaire ou que l'on peut masquer parfois en provoquant des troubles internes. Et au nom de la supériorité de la démocratie et du libéralisme économique qui est porté par cette démocratie à l'américaine, donnant donc le droit de pouvoir intervenir dans les affaires de tous les pays du monde. Alors pour certains, c'est plus difficile, parce qu'ils sont costauds. Bon, la Corée du Nord, vous avez vu comment on la traite. Mais pour d'autres, c'est plus facile, bien que parfois on se casse les dents. Je ne suis pas un défenseur du régime, du gouvernement actuel au Venezuela, mais vous avez bien vu comment les États-Unis ont essayé de renverser le président Maduro, je crois qu'il s'appelle. Maduro. Autrefois, on a eu aussi au Chili l'affaire Salvador Allende, hein, et comment les grandes entreprises américaines et les États-Unis ont agi pour renverser le gouvernement de Salvador Allende. C'est une doctrine qui fait que on peut ainsi penser à avoir une prédominance planétaire d'une nation qui est les États-Unis et qui s'attribue à eux-mêmes une prédestination de domination de la planète. Et parfois donc, tous les moyens sont justifiés par cette fin-là, qui paraît des vertus de la démocratie, du libéralisme économique, et de la morale aussi, pourquoi pas, et donc sont appelés à s'ingérer ainsi systématiquement. Le problème, c'est que cette pensée a fini par coloniser les pays européens, l'ensemble des pays occidentaux, et l'image qui peut le mieux symboliser cette adhésion à cette mouvance néocon, comme on dit, néoconservatrice, qui a pris le dessus, c'est lorsque Nicolas Sarkozy a décidé de rejoindre le commandement unifié de l'OTAN, l'OTAN que le général de Gaulle, lui, avait quitté. La seconde raison concernant la situation proprement dans le Mashrek, c'est la présence d'Israël et la défense inconditionnelle d'Israël. C'est pas être mensonger, je pense, que de bien voir qu'il y a deux poids deux mesures par rapport à Israël. Et que ce que l'on dénomme comme crime de guerre, comme volonté d'asservissement de telle ou telle population, ce qui a été dénoncé en Irak, en Libye et en Syrie, ça ne vaut pas pour Israël.
Et la seconde chose, donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, aggravant la situation, c'est l'antagonisme entre le sunnisme à la mode wahhabite et le chiisme, qui est porté par aujourd'hui le gouvernement islamiste d'Iran, mais qui est islamiste, mais à la mode chiite. Et donc, ça explique que on n'a pas voulu voir la réalité différente de ce qu'elle a été portée, compris par des intellectuels, et on pense bien entendu à Bernard-Henri Lévy, hein, qui notamment pour la Libye, a été le lieutenant ou l'inspirateur, je ne sais pas, de Nicolas Sarkozy pour faire en sorte qu'on a renversé ce fameux dictateur horrible qui était Kadhafi, mais que quelques mois avant encore, on laissait s'installer dans sa tente sur les Champs-Élysées. Et d'un jour au lendemain, ça a changé. Avec d'énormes mensonges, qui fait qu'on a trompé le Conseil de sécurité des États-Unis. Depuis, la Chine et la Russie ont été vaccinés, mais avec leur accord ou leur abstention, on a fait au nom des Nations Unies une intervention en Libye sous prétexte que l'aviation de Kadhafi était en train de bombarder les populations civiles à Benghazi. Il n'y a jamais eu de bombardement par l'aviation de Kadhafi à Benghazi. Mais c'est quelque chose qui a été lancé par les services de renseignement britanniques, pris tout de suite sans vérification, qui a permis de faire en sorte que l'ONU puisse intervenir sous l'angle du chapitre 7. Voilà. Et puis ensuite, on a liquidé Kadhafi. Peut-être aussi y a-t-il d'autres raisons pour lesquelles on a voulu liquider Kadhafi, mais ça, c'est devant les tribunaux français. On a été aveugle parce qu'il est très difficile aussi de reconnaître qu'on s'est trompé. Ça, c'est humain et c'est pire encore pour les États. Et quand vous voyez, par exemple, ce que j'ai cité tout à l'heure, dans ce document venant du Quai d'Orsay, que l'on peut écrire dans un rapport visant à inspirer la politique française. On peut écrire encore en janvier 2017 que pour que la France s'insère dans le processus politique qui commence à naître autour de la Russie, de l'Iran, le processus dit d'Astana, avec une déclaration de Moscou qui avait été adoptée en décembre précédent, eh bien, ça doit nous inciter à nous rapprocher rapidement des Turcs pour couper court à la tentation d'Ankara de préempter la place légitime de l'opposition des pays de la région et des partenaires occidentaux dans le processus, dont la France étant présente dans ce processus. Il fallait donc se rapprocher d'Erdogan, sans penser une minute quelle est la nature d'Erdogan et de son régime. Ce sont les frères musulmans. Depuis 1920, la confrérie des frères musulmans professe l'élimination de toutes les autres religions, y compris d'ailleurs des musulmans qui ne respecteraient pas sa propre vision de l'islam. Donc cet aveuglement-là, il est très très difficile à combattre parce que vous êtes tout de suite, bien entendu, étiqueté comme un suppôt du boucher Bachar el-Assad. Fabius a dit ça, le boucher Bachar el-Assad. Moi je ne nie pas que il n'y a pas eu des atrocités dans les prisons syriennes. Je ne nie pas qu'il n'y ait pas eu des atrocités de tous les côtés. Je nie par contre que ces attaques chimiques, elles aient été dues à l'armée syrienne, parce qu'elles ne faisaient que favoriser en vérité ceux qui voulaient intervenir. Hein, et ce sont les djihadistes qui organisaient eux-mêmes avec leurs fameux casques blancs les manipulations médiatiques pour inciter les Occidentaux à agir. Obama, au dernier moment, alerté par ses services de renseignement, disant « c'est pas quand même tout à fait sûr que ce soit l'armée syrienne qui ait fait ce bombardement en août 2013 ». Il a dit « non, je n'y vais pas ». Bon, le pauvre François Hollande, il voulait y aller presque tout seul. Je suis désolé de parler comme ça ici à Tulle, de François Hollande, mais au fur et à mesure que maintenant les informations sont sorties, on sait ce qu'on en est. L'attaque chimique d'août 2013 qui aurait fait 1200 morts, paraît-il. On n'a jamais vu le charnier, mais en fait, ça a fait les gros titres de la presse. Il y a eu une enquête de l'OIAC, l'Organisation internationale contre les armes chimiques.
Est-ce que vous avez entendu parler du résultat de l'enquête ? Vous avez entendu parler de la façon dont Assad avait bombardé en chimie sa propre population dans la Ghouta, en août 2013. Est-ce que vous avez entendu parler de la conclusion du rapport officiel qui dit que l'armée syrienne était incapable, parce qu'elle ne disposait pas du type de gaz qui a pu être utilisé, expertisé, paraît-il, et qui en fait venait de Libye, transporté par les CIA par la Turquie, pour monter l'opération de provocation. Obama a une lueur de clairvoyance, en disant je ne suis pas sûr du tout et on ne va pas déclencher une guerre, une intervention directe des États-Unis sous mon égide à partir d'éléments de ce type-là. Et puis il y a eu une autre intervention néanmoins, celle de Trump récemment, et cette fois-ci le président avait changé. C'était le président Macron. On a dit il y a eu une attaque chimique, il faut punir le régime. Mais on a pris soin d'avertir les Russes, non, les Russes ont averti les Syriens, on est allé bombarder des hangars vides, parce qu'on savait très bien que c'était une provocation. Mais les gouvernements étant tellement engagés là-dedans qu'ils ont été obligés de faire un geste et de balancer donc quelques missiles qui malheureusement quand même ont tué 2 ou 3 soldats syriens sur une base aérienne qui avait été évacuée de ces avions. Voilà la réalité. Mais l'information qui vous arrive, elle n'est pas du tout ça. C'est pour ça que moi j'ai ici 3 livres et je vous incite, si vous voulez en savoir davantage, à venir prendre leurs coordonnées à la fin. Bon, ce sont les miens, je ne peux pas les offrir, mais il y en a un de Frédéric Pichon, La Syrie, une guerre pour rien. Un autre, pour aller un peu plus loin que les propos d'Ali tout à l'heure, de Caroline Kalakteros, qui est une colonelle de réserve, vers un nouveau Yalta. Et puis concernant toute la façon dont les services secrets depuis 2006 ont monté des plans pour déstabiliser la Syrie, Maxime Schex, la guerre de l'ombre en Syrie, CIA, Petrodollar et Djihad, c'était l'opération dit Sycamore, qui est l'opération secrète montée par les services secrets américains, britanniques, en relation avec l'Arabie Saoudite, pour faire en sorte que l'on chasse Assad et le gouvernement syrien. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne réponse que je vous fais, mais c'est un constat. C'est un constat, malheureusement. Oui, enfin, il y a aussi quand même du pétrole. Vous savez, quand il y a du pétrole, il y a aussi toujours des intérêts économiques. Mais fondamentalement, on a choisi de déstabiliser la Syrie pour couper l'Iran du Liban et du Hezbollah libanais qui résistent à Israël, dans le Liban Sud, et pour faire en sorte que soit affaibli l'Iran par rapport à sa rivalité avec l'Arabie Saoudite. Et tout ça, ça aboutit bien entendu à ce que maintenant, il y a eu un rapprochement entre l'Arabie Saoudite et Israël, puisque nos ennemis communs nous rapprochent nécessairement. Alors, oui, je voudrais juste, si vous me permettez, oui. Alors, deux choses. Les événements en Syrie ont commencé officiellement le 11 mars 2011. Le 2 avril 2011, ça veut dire 2 semaines après, il y a M. Filtman. M. Filtman, c'est un spine doctor. C'est un homme toujours influent aux États-Unis, qui était ambassadeur des États-Unis à Beyrouth, qui est maintenant secrétaire général adjoint des Nations Unies. Ça veut dire, c'est lui le vrai patron. Ce monsieur-là a déclaré le 2 avril 2011, ça veut dire 2 semaines après, qu'est-ce qu'il a déclaré? Il a dit, le gouvernement syrien sait ce qu'il a à faire. Couper le lien avec les terroristes palestiniens, couper le lien avec le Hezbollah, prendre sa distance par rapport à l'Iran, 3 choses. Et c'est là, attendez la phrase, c'est là où les troubles cesseront. Et là, vous trouvez cette déclaration, tapez Filtman Syrie, avril 2011, vous allez voir cette déclaration. Ça prouve à quel degré ça a été fermenté et monté. Deuxième observation, je vais apporter de l'eau à ce que mon ami Ali Rasbin a dit. L'intérêt de respecter la charte des Nations Unies. Sinon, c'est la jungle. Vous me dites pourquoi? Je dis c'est la jungle. C'est plus la charte des Nations Unies. Qu'est-ce qu'elle dit? Le droit des peuples de se disposer d'eux-mêmes. Ça, c'est important. C'est-à-dire, c'est aux Syriens de régler leurs problèmes.
Ça veut dire aux Français de régler leurs problèmes avec le gilet jaune et les yeux crevés. D'accord? Et c'est aux Américains de régler leurs problèmes avec Trump. Moi, je n'accepte pas que Syriens s'ingèrent dans les affaires françaises. Ce n'est pas possible. Pour terminer, je voudrais dire, si Assad a commis des atrocités, c'est le problème des Syriens. Pourquoi on oublie toutes les atrocités commises par les Azerbaïdjans, par les Azaris, par Gabon, par Israël contre les Palestiniens, droits de l'homme, par l'Arabie Saoudite qui a tué Khashoggi, coupé en morceaux. Tout ça, c'est pas grave, c'est pas atrocité ça. C'est sélectif, c'est une mémoire sélective qu'il faut refuser. Tout dernier point, moi, pour répondre partiellement, je n'ai pas la réponse complète, je n'ai pas la science infuse, mais je vous dis, madame, ce qui manque, c'est la vision gaulliste, la politique étrangère de la France. La France a perdu sa souveraineté. J'espère que je me trompe. J'espère. Maintenant, il n'y a plus de politique gaulliste. Il n'y a pas de politique propre à la France. On regrette cette époque. Que ce soit pour la défense, que ce soit pour la politique étrangère. Voilà. Ça, on a perdu depuis qu'on a rejoint le commandement intégré de l'OTAN. Et ça continue. Monsieur Rasbin. Oui, je voulais ajouter 2 mots simplement. Vous avez posé la question. Il y a des raisons cachées. Oui, il n'y a pas caché, c'est transparent. La France, comme il a été déjà signalé, et l'Europe, ils ont perdu leur indépendance politique. C'est-à-dire aujourd'hui, la politique, peut-être pas ce gouvernement, mais la politique française et la politique européenne, ils sont alignés avec la politique américaine. C'est-à-dire l'Europe n'est pas indépendante, ils sont autonomes. Au niveau politique, ils n'ont pas une politique indépendante. Ce n'est pas eux qui décident concernant des relations internationales. C'est pour ça que les Américains, ils décident, ils réagissent, et les Européens, ils le suivent. Voilà, ça c'est raison, c'est pas caché, c'est transparent. Est-ce qu'il y a la place pour une question? Est-ce qu'il y a une question? Le président syrien, pourquoi ne le dit-on pas clairement? Et pourquoi ne renouons pas des relations avec la Syrie? Et bon, il a tué des gens dans les prisons, mais enfin la principale information qu'on nous donnait, c'était les armes chimiques. Alors si c'est faux, pourquoi ne faisons pas le nécessaire pour dénoncer ce mensonge un peu plus fort et puis rétablir des relations avec la Syrie? Parce que je ne vois pas qui d'autre, avec quel Syrien on peut nouer des relations pour l'instant. Je donnerai la parole à Gérard et à M. Rasbin. Je voudrais juste vous dire que la Syrie n'a pas coupé ses relations avec la France. C'est la France qui a fermé son ambassade. D'accord? Et puis, deuxièmement, je suis originaire de Damas. Et je connais Damas comme je connais Paris. Mieux encore. Et je peux vous dire que le site bombardé, il n'y a pas d'armes chimiques à Damas. Ils ont bombardé des gens, ils ont bombardé des endroits civils pour faire semblant d'autres. Il n'y a pas d'armes chimiques utilisées par l'armée syrienne. Il n'a pas été utilisé par l'armée syrienne. Et ils ont bombardé la Syrie injustement. Et ils ont arrivé à une impasse politique. Ça n'a amené à rien. Et c'est la France qui n'est plus sa vision gaulliste de sa politique étrangère, qui n'ose pas rétablir de relations avec la Syrie et qui travaille contre les intérêts de la France. Vous savez, dénoncer un mensonge qui est arrivé pendant des mois et des mois et de sources tellement diverses et d'autorités tellement au-dessus de tout soupçon, hein. C'est très difficile. Vous pouvez le faire comme ça dans une salle, mais ce sera très difficile de le passer dans les médias. Quel est le média aujourd'hui en dehors de sites dits alternatifs
quel est le média aujourd'hui qui accepterait de faire sa propre enquête, de reprendre ce qu'a dit par exemple, ce que j'ai cité tout à l'heure, l'OIAC et les conclusions de l'OIAC concernant cette affaire de bombardement chimique d'août 2013. Récemment, juste avant que chute la Ghouta, c'était en début de l'an dernier, je pense, hein, à Damas, il y a eu aussi une tentative pour l'arme chimique. Et on voit des images qui ont été tout de suite répercutées, où on voit quelqu'un qui asperge un enfant en disant il a été gazé, et donc on l'asperge. Et puis après, l'enfant, il a été retrouvé. Il a été transporté à Moscou, on lui a fait toutes les analyses possibles et imaginables. On n'a pas trouvé la trace d'un agent chimique. Mais vous avez eu l'information, et une fois que l'information est passée, c'est très difficile de revenir dessous. Ensuite, il y a eu une autre tentative aussi d'intoxication, mais là, personne du côté occidental n'a bougé, donc c'est tombé à plat, dans la localité qu'on appelle Kenchikun, je crois, Khancheroun. Bon, on a montré en grand tour, on a dit ça y est, c'est un obus chimique qui est tombé, c'est l'armée syrienne qui a. Mais au moment où l'armée syrienne a le dessus, quel est le manque d'intelligence et qui pourrait traverser la tête du président ou du général syrien en cause, de faire un acte dont on sait qu'il est attendu par les djihadistes pour déclencher une réaction et des bombardements occidentaux. Voilà, mais à partir du moment où vous avez dit ça, l'histoire a passé. Alors, dans quelques années, vous aurez des historiens qui s'attacheront peut-être et qui sortiront des bouquins. Il en existe déjà de journalistes d'investigation qu'il faut regarder. Sur l'affaire de la chimie de Ghouta en août 2013, il y a eu aussi un rapport de deux experts du MIT, c'est-à-dire du Massachusetts Institute of Technology, et qui, eux, ont fait des plans, ont calculé, tout ça, et on dit c'est pas possible que ce soit l'armée syrienne qui était mis là-bas qui ait pu faire ce bombardement. Déjà, ils avaient dit ça très très tôt. Mais personne ne les a écoutés, bien entendu, bien que ce soit des experts de l'Institut de technologie du Massachusetts, qui est quand même un institut reconnu mondialement, mais ils n'ont pas pu passer la barre, eux non plus. Voilà, c'est pour ça que moi, en ce qui concerne, au fil des ans, l'information et la transparence et la démocratie dont sont en droit d'être les acteurs, les citoyens français et européens, moi je sais qu'il y a beaucoup de limites à ça, hein, et qu'il y a des raisons d'État. Et puis il y a aussi des intérêts. Et n'oubliez pas que les grands organes de presse aujourd'hui sont tenus par des grandes puissances financières ou des grands capitalistes qui ont des intérêts qu'il leur faut protéger aussi et qui donc ne peuvent qu'en servir d'autres qui se conjuguent. Voilà. Donc c'est très très difficile de passer la barre. Merci beaucoup. C'est très compliqué et douloureux d'entendre ce qu'on entend. Mais est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur les chrétiens d'Orient ? Les chrétiens d'Orient, vous savez, c'est une espèce en voie de disparition dans beaucoup de pays où ils étaient autrefois très très fortement implantés. Alors ils sont encore en Égypte avec les Coptes, mais ils sont régulièrement, vous le savez, sujets à des attaques, des attentats, ils sont discriminés. Même avec le régime Sisi dit laïque, c'est encore très très difficile pour eux. Il y en a beaucoup qui émigrent, qui s'en vont. Et puis, en Irak, c'est fini, la présence chrétienne. Monsieur Bush, hein, le grand représentant de l'Occident chrétien, Monsieur Bush, c'est lui qui a chassé le plus de chrétiens du Moyen-Orient au cours des 30 dernières années avec son invasion de l'Irak. Il en restait beaucoup en Syrie. Pensez que vous aviez des chrétiens arméniens
avec des quartiers entiers à Alep. Pourquoi il y en avait beaucoup comme ça, dans cette ville-là? C'est parce qu'après le génocide turc des Arméniens, entre autres, mais il y avait aussi beaucoup de chrétiens arméniens, il y avait des Assyriens aussi qui ont été victimes de ce génocide, mais beaucoup avaient fui et s'étaient installés à Alep notamment. Et 100 ans après exactement, 1915-2015, ils ont été chassés à nouveau par les Turcs. Parce que les Turcs, quand ils envoient leurs affidés, là, ils ont non seulement chassé les gens, mais ils ont volé tout ce qu'ils pouvaient. Et il y avait une très grande zone industrielle à Alep avec 2,5 million d'emplois directs et indirects. Ils ont déménagé les entreprises. Et leurs affidés ont déplacé et ont déménagé vers la Turquie tous les équipements industriels de la zone industrielle d'Alep, qui ensuite a été le siège de combat et a été dévasté ensuite par la guerre, mais les équipements étaient déjà partis. Et ce qui va se passer aussi en ce moment, ils déménagent aussi les lieux archéologiques. Et vous êtes sûr que là où ils ont pris la place sur la frontière, où ils ont chassé les Kurdes en ce moment, vous pouvez être sûr que ces sites archéologiques-là vont être pillés, transportés vers la Turquie. Alors, il y a là-dessous une, bien entendu, réalité vénale, puisque ce sont des choses qui se vendent bien sur les marchés occidentaux. Mais il y a aussi derrière le fait que c'est quand même l'idéologie aussi des frères musulmans. Et que donc c'est une idéologie où on veut effacer ou rabaisser tout ce qui a pu précéder à l'établissement de ce qu'ils considèrent comme la vérité absolue de leur conception de l'islam. Et ce n'est pas un hasard d'ailleurs si Daesh systématiquement a détruit tous les sites qui pouvaient rappeler les civilisations antérieures à l'arrivée du prophète. Donc, si vous voulez bien, le temps passe. Il faut qu'on amène M. Razbin à Uzerche pour prendre le train. Donc, l'heure tourne. Ce que je vais vous dire, juste un mot. Je le dis chaque fois. Lisez ce que Brzezinski a écrit dans Le Grand Échiquier. Ce livre, achetez ce livre, ça vaut le coup. Vous comprenez plein de choses. Il a prédit, ce livre est sorti avant la chute de l'Union soviétique. Il a prédit la chute de l'Union soviétique. Il a dit l'Empire a besoin d'ennemis, le prochain ennemi sera l'islam. On va leur donner l'islam qui convient. On va réveiller. Il y a eu tout le temps des chiites et des sunnites. Ils ne sont jamais disputés. Pourquoi récemment ça commence? On a écrit, il a dit on va leur donner l'islam qui convient, on va se disputer entre eux, on va terrorisme islamique, etc. Mais il a dit attention, ça peut nous brûler de temps en temps. Ça ne fait rien. Voilà. Donc, il me reste à remercier vivement Madame Méry, directrice de médiathèque, ce joli lieu. Je remercie nos deux conférenciers, M. Ali Razbin et M. Gérard Papt, de la clarté de leur exposé et de leur présence parmi nous. Je vous remercie toutes et à tous. N'oubliez pas le voyage qu'on organise au mois d'octobre prochain en Syrie, Palmyre, Alep, etc. N'oubliez pas de consulter ces livres, s'il vous plaît. Et à la prochaine. Merci.